Bonjour à tous, bienvenue sur Intelligent TV, bienvenue sur le plateau de Solutions Linux. Nous allons aborder notre débat du jour, le grand débat, celui qui va réunir de manière courtoise mais dynamique, je l'espère, deux grands acteurs du marché de l'open source. Aujourd'hui, puisqu'on peut le dire, Microsoft devient un acteur du marché de l'open source. Et j'ai la chance de vous présenter autour de ce plateau deux intervenants majeurs. Alfonso Castro, Microsoft, bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Lenné, qui travaille chez Bull et qui est le représentant de Bull auprès de l'W2, c'est ça? Bonjour. Exact, bonjour. Alors, le sujet du jour, il est un peu polémique, j'en conviens. Microsoft est-il encore le grand opposant au logiciel libre? On va essayer de parler du sujet ensemble. Ne vous tapez pas dessus tout de suite. On n'a pas prévu de gangbox parce que j'ai pas envie de me faire virer. Ça a porté malchance au dernier qu'il a osé. Peut-être qu'on peut faire un peu d'historique pour commencer, Jean-Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, Microsoft, c'est un grand méchant ou c'est un ancien grand méchant qui est devenu gentil? Alors oui, ce qui est intéressant dans la question, c'est que le encore est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un aspect historique. Alors moi, j'aimerais bien replacer les choses dans la perspective, c'est-à-dire si on revient au démarrage de Linux, ou 20 ans en arrière, Microsoft était... enfin, même 30 ans, allez, on va dire 30 ans. Le grand méchant, c'était pas Microsoft, c'était IBM. Okay. Et le nouveau frétillant, c'était Microsoft. Tout à fait. Okay, qui venait nous aider à nous sortir du joug de IBM. Qui venait nous simplifier la vie, nous virer les mainframes, enfin vraiment le rêve de développeur. Et je l'ai vécu. Donc, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que Microsoft est à la place, sur le siège d'IBM. Okay, non pas IBM est remonté d'un cran, donc comme toute histoire, ça monte d'un cran, c'est assez vertueux. Et je dirais qu'entre-temps, il y a eu l'Internet, il y a eu le logiciel libre, il y a eu un certain nombre de choses, et il y a eu aussi la position d'IBM pour favoriser l'apparition de Microsoft, l'apparition de Linux, pardon, lapsus révélateur. Et pourquoi? En réaction à Microsoft, qui a quand même un peu cassé les joujoux d'IBM, fin des années 70, début des années 80. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position quasiment identique, où là, il y a un nouvel entrant, un Google dont il y a 15 ans, qui n'était pas sur le radar. Il y a des technologies qui n'étaient pas sur le radar non plus de Microsoft il y a 15 ans, logiciel libre, Internet, c'est quoi Internet? Enfin, des trucs vraiment, et qui font que... Microsoft étant challengé, se retrouve dans une position un peu, je dirais, trouver son chemin sur le libre. Alors ça veut dire, d'un point de vue Linux, moi je dirais, d'un point de vue logiciel libre, Microsoft a été un excellent agent de propagation. Je veux dire, l'anti-Windows et des choses comme ça, c'est parfait. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un grand, il faut qu'il y ait des gens qui soient anti. Exactement. Donc, quelque part... Et aujourd'hui, grâce à Google, on a une espèce de... Microsoft se cherche plus trop vis-à-vis du logiciel libre, est obligé d'y aller, et ça structure un peu la concurrence. Alors, on va peut-être demander à Alfonso ce qu'il en pense quand même. Est-ce que vous vous sentez l'ancien gentil qui est devenu méchant et qui voit arriver des petits gentils? Je ne suis pas certain que le débat soit le bien et le mal. Je pense que ou le gentil et le méchant. Je pense que le débat, il est beaucoup plus de savoir, nous qui sommes offreurs de technologie et qui sommes là pour finalement répondre au marché, répondre à nos clients, de savoir si on est toujours à même de répondre correctement par rapport à ce qui est attendu de nous. Alors je ne sais pas s'il y a des références historiques par rapport à d'anciens gros qui sont effectivement encore assez importants, qui eux-mêmes ont d'ailleurs pas mal évolué. Je crois que ce qui nous caractérise, nous, justement sur les, en gros, 35 ans d'histoire de notre entreprise, c'est cette capacité à s'adapter en permanence. On s'est adapté à un environnement, alors à l'époque c'était très Apple contre, on va dire, DOS de manière générale. Ensuite, il y a eu l'adaptation par rapport à l'environnement, on va dire, de l'entreprise et des serveurs, etc. Et puis pour aller vite, est arrivé l'open source. Alors avec sa tête de pont, donc Linux, qui encore aujourd'hui, je voudrais que les choses soient claires, est concurrent de Windows. Il y a concurrence, c'est un système d'exploitation, Windows l'est également, et on a des approches à la fois technologiques et même en méthode de développement qui sont assez différentes. Et donc cette
cette apparition a fait qu'au début, en bon concurrent, on l'a traité en concurrent uniquement. Et puis, petit à petit, on s'est dit finalement, il y a des opportunités à faire en sorte de rapprocher ces environnements en gardant la concurrence, j'insiste encore aujourd'hui, mais en faire en sorte de bien répondre à ce qu'attendent nos clients de cette adaptation que vous mettez en avant, elle a quand même des limites. C'est-à-dire j'imagine qu'on ne peut pas s'adapter de la même manière quand on est un petit groupe de 20 ou quand on est une entreprise multinationale et multimilliardaire. Aujourd'hui, vous avez forcément plus de mal à vous adapter lorsque les aiguillons tels que l'open source viennent piquer. Alors peut-être que ça vous fait avancer. C'est peut-être ça qui est positif. Mais c'est une question de roadmap. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, du jour au lendemain, en 2 mois, la totalité des produits de notre gamme, il y en a quand même plusieurs centaines, va devenir totalement compatible. Non, on va le faire pas à pas et on va commencer à certains endroits, en l'occurrence autour des systèmes d'exploitation et de la virtualisation. Donc c'est là où, alors pour aller vite, une des actions importantes a été notre contribution au noyau, mais pas que. On a eu des accords avec Novell, avec Red Hat, et toujours avec une logique qui consiste à, sur ce terrain-là de la virtualisation, mieux faire fonctionner Linux et Windows Server. Là où vous gagnez pas grand-chose d'ailleurs, parce que c'est pas la partie vache à lait. Vous commencez pas par ouvrir de l'Office ou des choses comme ça. Là, je suis pas sûr que l'important soit de gagner. Je pense qu'il y a un challenge à remporter qui fait que soit Microsoft arrive à se projeter dans l'avenir, et dans l'avenir il y a forcément du libre. Ça c'est la tendance qui a été démontrée. Mais c'est aussi comment je me comporte en tant que grand industriel, alors que la tendance, j'avais tendance à vendre du logiciel. Demain, c'est peut-être à le louer ou à le prêter ou à garantir qu'il fonctionne bien. Donc il y a tout un business model qui était déjà remis en question il y a quelques années par les aspects ASP, etc. Qu'est-ce que va faire Microsoft face aux offres ASP, qui aujourd'hui devient crucial. Et le libre a été un gros levier sur l'apparition. Mais ceci dit, ils ont l'air de pas mal se débrouiller. Enfin, je ne voudrais pas vous défendre, c'est pas mon rôle, mais ils ont l'air de pas mal se débrouiller avec des solutions en effet qui deviennent en location, en mode ASP, etc. C'est au programme, donc. La capacité d'adaptation, elle s'exprime sur le plan technologique, mais elle s'exprime également sur le plan du business model. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a une technologie et qu'elle est suffisamment adaptable par rapport donc à différents environnements, différents cas, on peut se mettre en mode effectivement vente traditionnelle. Le modèle commercial de Microsoft, on ne le remet pas en cause. Accepter des composants open source qui ne sont pas notre origine et également aller vers des environnements, alors de type cloud ou pas cloud, mais en tout cas dans lesquels on a une approche locative. Enfin, le point important, c'est que vous êtes bien en réaction, en adaptation, et vous ne lâchez qu'au dernier moment, quoi. Et ça, c'est assez aussi intéressant. C'est comme ça s'est passé sur TCP/IP. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'autres chemins encore praticables. 2 choses. Je pense qu'on est loin d'être au dernier moment. On serait au dernier moment si Linux avait une part de marché bien plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, on a pris le train tout à fait au début. Alors pas au début de l'apparition de Linux, on est d'accord, il est là depuis maintenant suffisamment d'années. Et puis cette adaptation, elle se fait donc également par rapport au business model. Je pense qu'au contraire, c'est une souplesse, je crois, permanente. Alors, un petit mot quand même sur aujourd'hui cette attitude un peu contradictoire que Microsoft peut avoir en ayant une action pour l'open source. Là, vous êtes au cœur du salon Linux avec un stand important, avec une présence importante. Et puis à côté de ça, il faut continuer à faire de l'argent. Et vous continuez à vendre des licences, etc. Comment vous, en tant que spécialiste de l'open source, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas la même schizophrénie chez Bull, où on fait de l'open source, mais on a quand même des trucs à vendre? Schizophrénie chez Bull, c'est vachement plus simple à gérer parce qu'on n'est pas éditeur de logiciel. Donc on est constructeur, on est intégrateur, mais on n'est pas sur logiciel à part quelques solutions de sécurité, mais vraiment à la marge. Non, c'est plutôt une schizophrénie qui existe dans des grandes entreprises, ou telles que Microsoft en est un bon exemple, mais Google en est un autre. On parle d'open source, tout est cool. Faut collaborer, patati patata, mais après il y a toute l'autre partie de la société qui dit ouais, mais comment tu vas valoriser tes trucs de hippie là, comment tu vas gagner des sous, comment tu vas justifier ça vis-à-vis des actionnaires, et donc la réponse de ce côté-là, c'est les brevets. Donc d'un côté on a l'open source, de l'autre côté on a donc l'open source et tout ce qui ça représente de libération de propriété intellectuelle, et de l'autre côté durcissement du point de vue de propriété intellectuelle. Et ça c'est extrêmement difficile à gérer, et c'est un des points qui est... Comment vous gérez cette schizophrénie? D'abord, c'est pas schizophrène non plus chez nous. Ça se soigne, hein, tout le monde. Puis il n'y a pas que des malades. Je suis convaincu que ça soigne très bien quand on en est atteint.
Les brevets chez nous, ils existent. On a ce modèle commercial. C'est pas là-dessus qu'on fait de l'argent. 98% des brevets que nous avons sont accessibles gratuitement. C'est pas ça qui nous fait vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est le modèle commercial qu'on a choisi et auquel on reste attaché, et c'est la vente de licences. On a une approche différente sur le sujet. Le brevet, il est là pour des raisons de protection de nos clients. À partir du moment où un client acquiert une licence Microsoft, il est protégé contre toute attaque éventuelle de ce client par nous. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous protégeons également et on utilise ce genre d'éléments lorsqu'effectivement on est nous-mêmes attaqués. Et croyez-moi, ça arrive assez souvent. Est-ce qu'on ne voit pas là une forme d'approche timide qui consiste à dire oui, on va être un peu open, mais on ne va pas être libre pour autant? Alors voilà, là je pense que moi j'ai fait des tests sur les collaborateurs Microsoft. On parle d'open source, pas de bouton. On parle de logiciel libre, bouton. C'est-à-dire en gros, on parle de liberté, ça c'est pas correct pour l'entreprise. On parle d'ouverture, ça passe. Et je pense que là, on touche quelque chose de fondamental. Nous, chez Bull ou sur W2, très clairement, on s'en fout. On est libre d'être ouvert. Et je pense que là, il y a tout un facteur idéologique, mais qui est lié aussi au phénomène schizophrénique, comme on expliquait plus tôt. Derrière la notion de libre, il y a la notion aussi de gratuité, de l'absence de licence, etc., qui gêne peut-être le modèle économique de Microsoft. Je crois que c'est un très bon débat. Moi, j'aime beaucoup citer Jacques Attali, quand il est venu à l'Open World Forum, qui à un moment donné, en fin d'intervention, s'est un peu fâché, a dit « S'il vous plaît, ne jouez pas avec le mot liberté. Des gens meurent tous les ans pour se battre pour la liberté. La liberté, elle est liée à l'humain. Elle n'est pas liée à la chose, même si en l'occurrence on parle d'immatériel. Donc parlez-moi d'open source, ne parlez pas de logiciel libre. On peut toujours parler de liberté d'usage, on peut toujours parler... Et à partir du moment où l'informatique rentre dans notre vie quotidienne, on peut parler aussi de liberté personnelle. Ce n'est déjà plus la même chose que de parler de liberté d'usage, de liberté de fournir son code ou de liberté d'utiliser le code. Là, on est d'accord. C'est autre chose. Moi, je vois, avec OW2, on a un certain nombre de membres chinois. Okay, on a des mecs qui ne sont pas au parti, qui montent des communautés, qui les montent aux dépens peut-être de la pensée correcte et qui le font avec du libre sur support de libre et qui communiquent grâce à ça. Que l'informatique aide. Donc le propos d'Attali, c'est juste le propos d'Attali qui est extrêmement scabreux, en sachant que M. Attali sur Planète Finance vend du logiciel propriétaire aux microbanques. Donc là, la référence à Attali n'est peut-être pas la meilleure. Je pense que c'est autre chose, parce que là, il parlait de liberté et d'open source. Que l'informatique, juste un point sur le point précédent, que l'informatique ait aidé à mieux partager la connaissance de par le monde, je pense que tout le monde y a contribué. On parlait d'IBM tout à l'heure et quelque part ça a déjà démarré donc à cette époque-là. Si l'open source continue effectivement donc ce mouvement et je veux dire rejoint la meute que nous sommes tous, tant mieux. Moi je pense qu'avec le logiciel libre, on est très clairement sur une tendance où on remet en avant les lumières. Donc l'économie de la connaissance, le partage autour de cette économie et la façon d'améliorer ensemble une société. Et ça c'est quelque chose qui est très important à inoculer au sein des entreprises mêmes, de façon à ce qu'elles aussi soient participatives à cet effort, et pas uniquement freeriders ou... Est-ce qu'on peut imaginer demain Microsoft aller jusqu'à cette étape de logiciel libre ? Alors on en fait déjà, ça serait on va dire ma petite approche marketing pour vous convaincre. Si le sous-entendu est-ce qu'on va trouver Office, Windows Server en mode totalement open source, la réponse est non. En revanche, aujourd'hui nous-mêmes nous fournissons effectivement des codes sources. Alors le plus célèbre c'est encore une fois la contribution au noyau Linux, mais il n'y a pas que ça. On le fait petit bout par petit bout et essentiellement... Ça fait un peu gadget quand même, ça ne montre pas une implication forte. Et c'est donc là où ma réponse est non. L'entreprise Microsoft reste attachée au modèle commercial, mais avec une ouverture certaine par rapport à l'intégration avec l'open source. C'est ce que Jean-Pierre vous qualifiez tout à l'heure d'un amateur de l'open source en fait. En gros, si je regarde un peu les faits là encore, Samba c'est un splendide projet qui existe depuis des années, qui a montré plein de choses à Microsoft. On le connaît bien. Notamment comment faire. Et qui a mis 10 ans avant d'être admis, avant d'avoir droit de citer auprès de Microsoft. Donc non. Oh, bah, si. Bien moins que ça.
Oh, bah si. Les travaux sur Samba Moi, j'ai travaillé sur le côté NTFS et compagnie qu'on n'arrivait pas à avoir depuis Samba, donc je vois à peu près où on est. Donc NTFS... Il faut reconnaître, Alfonso, qu'il a fallu du temps pour que Microsoft soit ouvert à ces idées-là. Hein. Ah, mais je ne dis pas que dès le premier jour, nous avons totalement embrassé donc la journée porte ouverte au logiciel libre chez Microsoft, on l'attend encore. Moi, je suis prêt à prendre des invitations à Redmond avec mes petits camarades. Hein. La porte est déjà ouverte, Jean-Pierre. Elle est déjà ouverte et grande ouverte. On a vu Stallman chez Microsoft. Ah, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais la porte est grande ouverte. Elle est grande ouverte juste un mot. Oui. Elle est grande ouverte à ceux qui veulent faire progresser le débat. Faire progresser le débat pour que l'open source en bénéficie et que nous, on en bénéficie également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des intégristes, il y a un certain Richard, je crois, qui peut être présenté. Monsieur Libre, Richard Stallman, vous considérez que lui, il est trop extrémiste? J'ai pas de commentaires à faire par rapport à un individu donné, mais il est clair que nous, on souhaite passer du temps, investir de l'argent et travailler pour qu'au final, on y trouve tous un intérêt. L'intérêt peut être pour certains commercial, pas que nous, dans l'open source aussi. Pour d'autres, ça peut être d'améliorer le partage. Enfin, chacun va y apporter effectivement ce qu'il en attend. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler concrètement et pour faire progresser le sujet. Et là, je reviens à mon point de départ. Le manque d'agilité de Microsoft vis-à-vis de ce phénomène. Stallman arrive à discuter avec les pontes d'IBM, n'arrive pas à discuter avec Microsoft. On ne l'a pas encore senti tout à fait, comment dire, d'avoir envie de travailler avec nous. Mais bon, pourquoi pas? Ça viendra peut-être dans quelques années. En conclusion, il y a quand même une entité qu'on n'a pas abordée, c'est le client, l'entreprise cliente en particulier. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Est-ce que ce débat-là l'intéresse vraiment ou est-ce qu'il n'intéresse que les spécialistes que nous sommes? Est-ce que l'entreprise se pose la question de je vais faire pression sur Microsoft pour l'emmener du côté du monde du logiciel libre? Ou est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Alors, pendant longtemps, le libre a été un excellent argument de négociation pour les grands clients, les DSI, etc. Avec Microsoft qui résistait en disant essaye de faire la même chose avec ce que tu as, tu verras, tu n'y arriveras pas. Résultat des courses, aujourd'hui, de l'open source, du logiciel libre, il y en a dans toutes les grandes entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles Microsoft le prend en compte, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles Red Hat prend en compte Microsoft. Hein, c'est des deux côtés. Donc je dirais que le client, la tendance, et la tendance historique là encore, c'est de gagner en autonomie et de gagner en diminution des coûts. Enfin, en gros, payer moins cher et être mieux servi vis-à-vis de ses besoins. Donc là, je pense que c'est un challenge, le challenge du marché, le défi que lance le marché et que Microsoft est prêt à relever. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une structure Microsoft existant qui correspond à un marché tel qu'il existait il y a 10 encore, qui était florissant il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, on va voir comment... Alors, le côté florissant, tout va bien, merci. Notre business se porte plutôt à merveille. Pour revenir à votre question, je pense que le client... donc c'est à la fois une affaire de spécialistes entre nous, et en même temps, je pense que l'entreprise, le client, il a besoin de savoir comment tout ça est en train d'évoluer. Il a besoin de savoir s'il prend une direction donnée, si en fait il a capacité à tout moment de pouvoir revenir vers l'autre et puis de gérer les deux de manière, on va dire, sereine. Si en d'autres termes, le fait de choisir n'est pas renoncé. Je crois qu'il a envie de pouvoir garder à tout moment cette capacité donc à mettre en concurrence. De toute façon, ça je suis d'accord, garder une autonomie et réduire ses coûts. Et là, je pense que c'est projet par projet, stratégie par stratégie, que ça va s'exprimer. Je crois que la conclusion, de toute façon, c'est que le client, lui, il s'intéresse peut-être moins à ce débat-là. En tout cas, il ne veut pas un monde uniquement monopolaire. Il veut au moins pouvoir discuter. Le fait qu'on puisse débattre déjà du sujet, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs le cas il y a quelques années. C'est relativement nouveau qu'on puisse aborder ensemble avec deux intervenants qui ont des idées qui ne sont pas forcément en phase, qu'on puisse aborder le sujet. Et avec Microsoft, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de maturité, effectivement, dans l'analyse du débat, même si après il peut y avoir conviction plus ou moins forte, mais voire très forte, et ça je pense que c'est très bien. Mais il y a effectivement capacité aujourd'hui à en discuter. Et un débat Richard Stallman, Steve Ballmer, on s'inscrira, je crois. Oh, ce serait chaud. Ça vaut le coup. Hein. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus sur ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis sur Intelligent TV. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat sur le plateau de Solutions Linux. Au revoir. Bravo.